J'ai le plaisir de partager cette présentation avec Kevin Jaco et Antoine Gros, qui, outre être des contributeurs assez importants de ce projet qui nous voit coordonner les activités du groupe de travail données numériques pour les chantiers scientifiques Notre-Dame. Ils ont aussi la qualité supplémentaire d'être lyonnais, et donc au fond d'adoption ou de naissance, et donc de représenter au mieux cette transversalité que le MAP essaie de mettre en œuvre depuis quelques années. Donc le projet Notre-Dame est effectivement un exemple de la manière dont la recherche peut se mobiliser aujourd'hui. Et je voudrais un petit peu refaire les cadres et reparcourir les étapes fondamentales qui ont donné naissance à cette aventure, d'autant plus que, contrairement à certains projets qui sont décidés sur le papier, définis en tant qu'enjeu scientifique et puis mis en œuvre, ce projet s'est construit jour après jour et s'est construit à partir d'une réaction spontanée de la communauté scientifique. S'est trouvé le lendemain de l'incendie chercher des moyens de se rendre utile. Et il y a une association qui s'est mise en place, l'association des scientifiques au service de Notre-Dame de Paris, qui a été vite confrontée à des opportunités de structuration que le CNRS et le ministère de la Culture ont su mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, d'un désastre, le chantier scientifique essaie de faire de Notre-Dame un objet d'étude interdisciplinaire, globale, diachronique, heuristique, et surtout essaie de transformer la mise en service des compétences scientifiques pour les chantiers de restauration à un moment privilégié d'observation d'un objet exceptionnel du patrimoine français. Donc, c'est-à-dire que certainement il s'agit d'un atout, dans la mesure où ce désastre a donné accès à une communauté scientifique à des données qui n'étaient pas observables, pas visibles jusqu'à présent, notamment sur le plan archéologique, sur le plan de la connaissance des matériaux. Et ce qui est intéressant, c'est que cette manière globale, interdisciplinaire d'aborder l'étude d'un seul édifice peut se faire aujourd'hui avec un niveau de maturité technologique et scientifique qui permettent d'installer une vraie dialectique entre le passé, le présent et le futur. Bien entendu, mis à part ces atouts, il y a énormément d'enjeux que le chantier scientifique ouvre, des enjeux qui concernent la reconstitution des connaissances sur l'état de l'architecture, des détails techniques avant incendie, la connaissance des matériaux, ou encore la compréhension des comportements acoustiques et structurels, ou des questions qui sont beaucoup plus transversales, donc qui ne concernent ni les matériaux, ni l'architecture ou les structures, mais qui concernent l'impact de ces chantiers dans la société. Alors, c'est un chantier scientifique qui réunit aujourd'hui 175 chercheurs inscrits. Il y a 50 unités de recherche. Il y a 9 groupes de travail sur les matériaux, le bois, le métal, la pierre, les vitraux, sur les comportements structurels et acoustiques, sur les décors ou les émotions patrimoniales, et bien sûr ce groupe de travail très transversal que le MAP coordonne sur les données numériques. Et vous comprenez bien, et bon, tous ceux qui travaillent au MAP depuis des années, quel que soit l'axe de travail dans lequel était impliqué, que cette manière d'interroger via le numérique la production collective des données des connaissances trouve dans Notre-Dame déjà un cas exemplaire, un terrain d'étude exemplaire, et surtout l'idée de également l'opportunité d'articuler, disons, toutes les problématiques qui concernent les travaux, donc les travaux de restauration, les interrogations, avec des questionnements scientifiques plus fondamentaux, donc que nous essayons d'interpréter et mettre en circulation. Alors, concernant la partie numérique du chantier, nous partons
de quelques points, quelques hypothèses de départ. Mais tout d'abord, la nature des données que nous manipulons. C'est la nature des données que nous avons nous-mêmes, dans le passé, contribué à reconnaître, à rendre visible cette nature multidimensionnelle des données donc, qui font référence à des formes, à de l'espace, à du temps, des transformations temporelles et surtout des données qui doivent se confronter avec des processus d'enrichissement sémantique assez variés, c'est-à-dire qui intègrent des points de vue de spécialistes provenant de différentes disciplines. Et donc l'idée de départ de la dimension numérique du chantier scientifique est celle de entre guillemets, profiter de ce moment exceptionnel de production de données pour essayer d'étudier les mécanismes de production des connaissances qui sont donc entrepris par les chercheurs impliqués dans ces chantiers. Donc l'idée, c'est par les biais de l'étude et de la corrélation que l'on peut établir entre la représentation de l'édifice, la représentation des caractères complexes d'un édifice, d'étudier également la complexité des objets des connaissances qui sont reliés. Alors la méthodologie mise en œuvre concerne 4 étapes principales et vous pouvez retrouver dans ces 4 phases des éléments, des ingrédients, on peut les appeler comme ça, un petit peu des travaux du MAP depuis des années. Donc une première question concerne la production des données in situ ou un laboratoire qui soit en capacité d'être immédiatement indexable, immédiatement enrichissable au sein des bases de données. Une autre question concerne la distribution spatiale et temporelle des flux de données, c'est-à-dire être en mesure de repositionner ces données et les parcours d'enrichissement liés au sein d'une représentation évolutive de la cathédrale. Un troisième point concerne la notation sémantique multicalque, multithématique, c'est-à-dire la possibilité de récupérer les enrichissements sémantiques provenant des différents acteurs, donc les distribuer sur des multiples couches. Et un dernier point, qui est un point, pour l'instant, abordé de façon assez sommaire, mais qu'on espère de pouvoir aborder davantage dans les prochaines années, qui concerne l'étude de ces passages magiques que chaque chercheur est capable de faire à partir de la donnée brute et pour arriver à l'interprétation de cette donnée, donc à la production des nouvelles connaissances. Alors je tiens à dire que le groupe de travail numérique, du données numériques du chantier scientifique est avant tout un effort de fédération de plusieurs unités de recherche en France, également quelques collaborations à l'étranger, et cet effort de collaboration qui a eu une deuxième vitesse au début du confinement, au premier confinement, a consisté également à la réunion de briques logicielles, toutes issues de laboratoires de recherche et qui aujourd'hui nous permettent de créer une première base d'écosystème permettant donc la gestion du cycle de vie complet des données dans le domaine des sciences du patrimoine. Donc à partir de l'ingestion des données, leur indexation, la gestion des vocabulaires contrôlés, la notation sémantique du D3D, jusqu'à la possibilité de visualiser, de manipuler et d'interagir avec ces données. Et c'est intéressant de voir à quel point ces projets, qui est fédérateur dans sa nature, sera pour l'avenir également fédérateur d'initiatives qui vont découler à partir de cette réunion de compétences et d'efforts. Alors, au-delà des aspects un petit peu plus de cadrage, on a prévu avec Kevin et Antoine de vous raconter 2 trajectoires qui sont transversales à l'ensemble des outils ou des thématiques que j'ai présentés. L'une sur les charpentes, l'autre sur l'arc doubleau de la nef, en quelques minutes. Kevin. Merci Livio. Oui, donc parmi les travaux engagés par... c'est mieux. Donc, parmi les travaux engagés par le groupe de travail données numériques et par le MAP en particulier sur Notre-Dame de Paris figure l'envie et le besoin, surtout, de disposer d'une restitution, d'une représentation la plus juste
possible, la plus complète possible, de ce qui constituait la fameuse forêt. Donc l'ensemble de charpente qui a disparu lors de l'incendie. Donc à travers ces quelques visuels, je vais vous retracer en fait la méthodologie qui a été mise en place et les premiers résultats. Donc je vais résumer ici un peu plus d'1 an de travail. Donc comme toute restitution, le point de départ a été la constitution donc d'une base documentaire, d'une ressource documentaire, et très rapidement on s'est aperçu, alors on le savait déjà, mais le constat a été renforcé que la documentation sur les charpentes de Notre-Dame était morcelée, était dispersée et incomplète. Pour le coup, on a pu disposer quand même de relevés laser sous forme de nuages de points qui ont été utilisés donc au tout début dans cette restitution directement ou plutôt sous la forme d'orthophoto ou de maillage. En complément de ces ressources tridimensionnelles, on a pu bénéficier également du travail de 2 jeunes architectes qui finalisaient leurs études à Chaillot et qui ont relevé, je crois que c'était en 2013 ou 2014, les parties médiévales des charpentes de Notre-Dame de Paris. Enfin, le dernier jeu de données largement utilisé pour ce travail de restitution est constitué d'un ensemble de plusieurs milliers de photos, 3500 ou 4000 photos, je crois, qui ont été collectées et qui ont été produites par différentes personnes, notamment des architectes qui ont eu la chance donc de visiter les charpentes avant leur incendie. Donc, ces différents jeux de données ont permis donc de créer une première restitution, mais cette restitution a à son tour été utilisée pour le travail d'indexation des photos, ce qui nous a permis donc plus facilement de localiser plus facilement les photographies dans le modèle 3D qui se substituait donc à la charpente disparue de Notre-Dame. Et donc voilà cette première version, alors qui n'est pas la dernière, hein, d'autres versions ont été produites depuis. Donc ici vous avez un éclaté avec les vestiges calcinés des charpentes sur les extrados des voûtes de la cathédrale. Donc cet ensemble repose sur une nomenclature, chacun des éléments, donc plus de 6000 éléments, sont indépendants, identifiés, et structuré de manière hiérarchique. Donc on a un ensemble de fermes avec les différents éléments constituant les différentes fermes. Et ce modèle a pu être utilisé très rapidement donc pour affiner en fait c'est un certain nombre de connaissances qui étaient encore pas totalement stabilisées sur les charpentes de Notre-Dame, notamment sur l'évaluation du poids poids total de la charpente, la quantité de bois nécessaire aussi pour cette charpente, donc des données qui étaient plus que nécessaires pour le chantier en cours aujourd'hui de reconstruction de cette charpente. Voilà. En termes de perspective, cette restitution 3D vient compléter en fait l'environnement qui a été développé dans le cadre du chantier scientifique. On ne disposait pas de restitution complète des charpentes de Notre-Dame. Donc aujourd'hui, on dispose de ce modèle 3D qui nous permet donc de référencer à son tour d'autres types d'informations, d'autres types de données. Là, vous avez par exemple une des photographies qui est dans notre base de plus de 3500 clichés, qui a été relocalisée dans ce modèle virtuel. Avec sur la partie de droite, vous pouvez voir un extrait d'ArcheoGrid où sont donc référencées ces photographies. Ici, un autre usage, une autre utilisation de ce modèle 3D pour relocaliser des vestiges qui ont fait l'objet de relevés par photogrammétrie. Vous avez ici un vestige calciné d'un élément d'une des fermes principales de la charpente de Notre-Dame. Et enfin, donc dernière perspective, les environnements qui ont été développés jusqu'à présent s'intéressent principalement aux nuages de points. Ici, donc, nous avons dû reconstituer un modèle à partir de rien, donc sous forme de maillage. Des expérimentations donc, sont en cours pour visualiser et utiliser ce modèle dans des environnements préexistants basés sur des paradigmes déjà utilisés dans le domaine de la construction neuve, comme le BIM. Donc ici, il y a eu une conversion du modèle 3D au format IFC pour pouvoir tester donc la compatibilité
de cette restitution dans un environnement qui n'était pas prévu pour ça initialement. Je vais passer la parole à Antoine maintenant. Merci Kevin, merci Livio. Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter ce deuxième cas d'étude sur l'arc effondré à travers le projet de recherche Repérage, financé par la FSP et en partenariat étroit avec le LRMH, la SRA DRAC et aussi on peut dire maintenant, vos amis et collaborateurs du GT Pierre. Cette présentation de ce projet Repérage, j'aurais pu vous parler de la structuration des connaissances, de la modélisation qu'il y a derrière. J'ai préféré mettre en avant, et pour prendre aussi la suite de la présentation de Kevin, l'accès sur 3 méthodes contemporaines d'anastylose, parce qu'aujourd'hui, l'utilisation de techniques numériques nous permet aussi de rentrer en discussion et de revenir interroger des notions qui sont, pour le cas de l'authenticité par exemple, fondamentale au sein des doctrines mises en place lors d'une anastylose ou lors d'une restitution d'un élément effondré ou disparu. Ces 3 méthodes-là seront la très classique finalement anastylose numérique, l'anastylose que j'ai appelée archéologique, qui est le remontage à blanc et qui fait aujourd'hui office d'état de l'art dans les pratiques archéologiques et architecturales, je vais dire sur site, et ce que l'on fait pratiquement chaque jour. Et la proposition de repérage, c'est une anastylose qu'on peut dire mathématique, transformer ce problème en un problème mathématique. Donc, ces 3 anastyloses-là, le grand lien qu'il y a ensemble, c'est bien sûr une documentation, c'est bien sûr la connaissance et macroscopique de notre ouvrage, et on va dire plutôt mésoscopique des composants de cet ouvrage. Au terme macro, donc on est en train de parler d'une connaissance des voûtes qui ont été documentées à force de relevés et d'une documentation archivistique pour le coup assez aussi éparse que fructueuse. Je vous ai mis juste deux images, celui du relevé laser grammétrique d'Andrew Talon, nuage de points, ça à peu près tout le monde a manipulé ça et s'est confronté à ce splendide format. Un peu déroutant et un peu bas niveau, certes, et des documentations plus traditionnelles comme ceux des techniques de construction, des méthodes de trait et aussi des traités comme les images que vous aurez sans doute reconnues de Viollet-le-Duc. Nous allons donc parler de voûtes et de celle, et plus précisément de la voûte de la nef, de la voûte sexpartite de la nef effondrée. Je vous ai mis les petits pointillés en orange pour que vous figuriez bien de quel endroit on parle. Je vous ai donc parlé d'une connaissance macroscopique. Si on zoome un petit peu, on se met une échelle un peu moindre, on arrive à la dimension du matériau de construction, aux pierres qui constituaient cet arc. Ici, ce sont les claveaux qui ont été analysés donc, par les méthodes archéo. Donc, quand je dis archéo, ça va être archéologique, archéométrique, aussi géologique, pour en tirer, vous voyez à gauche, une fiche descriptive mais mélangeant ces différents items. Cette analyse a été faite in situ, donc ça va être des mesures, ils sont bien sûr habillés en combinaison. Vous avez entendu parler de la pollution plomb, il y a quelques raisons à cela, il fallait se protéger des matières effusives pour pratiquer toute cette analyse et donc sortir une fiche descriptive pour chacun des blocs qui ont été retrouvés. On parle d'une collection de 71 claveaux composant l'arc qui, à la base, en font 80. Donc on est déjà sur un puzzle fractionné avec 80 pièces initiales et 9 qui ont disparu. L'état de ceux restants étant aussi plus ou moins fragmentaire. Mais ça, on va y revenir. Il y a entre ces 2 dimensions un pont que l'on a pu faire à travers repérage, entre cette dimension macro et méso. C'est le repérage spatio-temporel de ces claveaux, des nervures, de ces voûtes effondrées au sein de différentes scènes temporelles reconstituées en utilisant les 50 000 photos qui ont été prises pendant le déblaiement, à se mettre sur un créneau temporel. On arrive à les assembler, à en faire une photogrammétrie, remettre cette photogrammétrie dans le laser d'Andrew Talon que je vous ai montré, donc antérieur à ces représentations, et ainsi, au fur et à mesure, réussir à retrouver la position de chute
originelle de ces claveaux. Là, à ce jour, c'est un travail qui a été mené extensivement par Livio De Luca et qui a aussi permis de mettre en place Cluster. Donc, je fais un petit coucou à Laura Willow qui est ici sur le management justement de toutes ces photos, de toutes ces photos d'archéologie. Donc, au terme de cette action, la moitié des claveaux, on a retrouvé la position de chute de la moitié des claveaux, soit 31. Et vous me voyez arriver à voir que au fur et à mesure de la consultation, des interprétations, des analyses et de la constitution de connaissances, on arrive à redessiner au fur et à mesure de l'itinéraire d'un claveau encore en élévation jusqu'à sa position dans un barnum, on arrive à reconstituer une sorte de galaxie d'informations qu'il s'agit de structurer ensemble, qu'on a aussi étoffé à travers repérage et les stocker après dans une base de données ad hoc. Tout cela pour, d'un côté, faire une anastylose numérique relativement classique en redessinant des volumes en birep sur un nuage de points. Donc on est en une adaptation de volume 3D au plus proche du nuage de points. C'est paramétrique, mais c'est pas du paramétrique idéal. Là, vous avez toutes les déformations dans vos blocs en 3D qu'a pu subir l'arc au fil des ans. L'anastylose aussi archéologique, un remontage à blanc qui a été fait par les archéos, les conservateurs aussi, par le LRMH au mois de décembre il y a 2 ans. Donc eux, ils ont réussi à trouver un ensemble de séries des claveaux qui marchaient bien ensemble. Mais très rapidement, et ça on a pu le sentir, qu'on a 80 possibilités, 71 claveaux, le nombre de possibilités de replacement dépasse 70 factoriels, ça fait un nombre très important, plus que le nombre d'atomes dans l'univers. Donc comment est-ce que l'on peut affronter cette complexité et cette combinatoire dans le but de remonter l'arc en gardant la bonne place des éléments afin de valider cette authenticité, enfin de retrouver cette authenticité que l'on cherche aujourd'hui. La proposition qu'on a pu faire à travers repérage, c'est de formuler ça comme finalement un problème mathématique d'optimisation. Tous ces éléments que je vous ai donnés, la position de chute, il y a aussi les dimensions des claveaux, il y a des encoches aussi que l'on a pu trouver par une analyse archéologique et des croix par l'analyse stratéologique. Tous ces éléments qui ont été découverts, on les a sous-pesés en se disant est-ce que c'est un indice valable pour le rentrer dans un tel problème. Nous avons donc fait ces choix et le résultat est une hypothèse que l'on a délivrée à la maîtrise d'ouvrage juste avant le dossier de consultation des entreprises, dont on est sûr à plus de 75%. C'est-à-dire que sur les 71 claveaux qu'on a, 3 claveaux sur 4 sont censément être bien placés. Deux dernières choses à souligner, c'est que cette question d'anastylose mathématique ne reste pas là quelque part dans un coin à raisonner uniquement en utilisant un algorithme. Non, il a été designé pour y avoir un échange entre une hypothèse archéo et justement cette moulinette qui reprend les prédicats archéo. Pour en discuter, si vous voulez en savoir plus, il y a 2 choses qui sont juste à côté en salle 4. Il y a un poster sur repérage et il y a aussi la maquette que vous voyez en bas à gauche au 10e qui vous permet vous aussi de vous confronter à ce fantastique puzzle avec ou sans aide. Enfin, il y en a pour quelques jours si vous y lancez. Merci pour votre attention et je redonne la parole à Livio. Merci Antoine. Donc cette dernière slide, pour moi, illustre bien non pas seulement la place que le groupe de travail données numériques essaie de jouer au sein du chantier scientifique au sens large, et surtout l'humilité et l'honnêteté intellectuelle avec laquelle nous essayons de le faire. Et Antoine a bien dit, l'idée ce n'est pas d'apporter une solution qui puisse s'imposer là où d'autres méthodes sont capables d'arriver. L'idée est justement d'être à mesure de lier cette dimension de renouvellement méthodologique, finalement, à une véritable évolution collective qui est faite au centre des collaborations, avec des disciplines parfois
distantes sur le plan des pratiques, sur le plan des conventions, souvent liées à des sphères d'évolution qui ont constitué des territoires consolidés, et qu'aujourd'hui on découvre dans leur dimension la plus intime, dans la mesure où ces projets donnent vraiment l'opportunité de déconstruire aussi la manière dont chaque discipline aborde un problème, parce que c'est un problème commun. Donc en fait, c'est vraiment l'épreuve commune qui permet de montrer à chaque discipline comment elle se positionne par rapport à l'autre discipline. Et dans un territoire si complexe, vous comprenez bien qu'un laboratoire qui n'a jamais su vraiment dans quelle discipline travailler comme les MAP, il peut nager facilement, et c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, mais c'est à partir de ce genre d'images qu'on comprend bien ce que nous essayons de faire, dans la mesure où, comme l'a dit Antoine, l'anastylose continue non pas seulement en numérique, continue non pas seulement dans le processus d'optimisation, continue également dans tous ces regards et toutes ces observations qui sont faites sur les objets matériels, et continue également grâce à des dispositifs pédagogiques ou des dispositifs d'études comme les impressions 3D des claveaux qui peuvent être utilisés à la fois par les archéologues, à la fois par la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, mais également par un public plus large. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre que la source, à la fois en termes des données, à la fois en termes des connaissances, que ces différents objets véhiculent est quelque chose qui circule vraiment de façon transversale entre le numérique, entre le réel, entre la réplique physique d'un objet numérique, ainsi de suite. Alors, c'est vraiment le début de la réflexion, la fin de ce projet, repérage, était vraiment le début de la réflexion du projet ERC déposé, qui est un projet qui vise vraiment à considérer cette occasion que nous avons la chance de pouvoir vivre au sein du projet Notre-Dame comme un moment important pour transformer en méthode l'expérience que nous sommes en train de vivre. La transformer en méthode, non pas tout simplement pour la généraliser, pour la reproduire, mais la transformer en méthode pour essayer de comprendre à quel point aujourd'hui la représentation, le numérique peut réellement établir un pont entre un objet physique qui peut devenir un dénominateur commun de plusieurs regards. Et là, le projet Notre-Dame est emblématique pour la diversité de ces regards, pour le nombre de regards qui sont portés, pour le nombre de données qui sont produites. À savoir qu'on part d'un point de départ qui est désormais établi, c'est que ce que nous produisons comme données numériques nous représente en tant qu'individu, en tant que groupe, en tant que discipline. Alors, dans ces projets, qui aura une durée de 5 ans, à partir de septembre prochain, nous allons mettre en œuvre des méthodes sur 2 moments principaux. Tout d'abord, on essaiera de comprendre comment mémoriser, non pas seulement les parcours de production des données, relatifs à chaque discipline, donc en caractérisant même les individus qui produisent ces données, mais en essayant vraiment d'étudier ces mécanismes qui sont très très difficiles à élucider, malgré les efforts que, par exemple, le projet Memoria, porté par Yvonna Dudek, a déjà entrepris jusqu'à présent. Ces moments de transformation de la donnée brute à la connaissance. En fait, ces moments particuliers où une donnée est récupérée, est interprétée, et par la suite, elle est transformée, elle est interprétée en quelque chose qui peut devenir de la connaissance. Et bien sûr, dans tout ça, si on fait référence, par exemple, à l'anastylose, vous comprenez bien qu'on ne parle absolument pas de parcours de production des connaissances individuelles. On est loin de ces cas-là. On est dans des cadres de production des connaissances collectives, dans des lieux qui ne sont pas seulement numériques, pas seulement physiques, sont vraiment entre les deux. Donc, comment est-on aujourd'hui à mesure de mémoriser ce qui se passe dans ces moments? Et bien sûr, l'autre objectif est celui d'analyser les liens. Parce que produire des données, produire des connaissances collectivement, génère des liens qui sont implicitement déjà à l'intérieur des processus qui ont permis de collaborer, mais il y a des liens
que nous pouvons découvrir au-delà, des liens qui peuvent bénéficier des mécanismes de corrélation que l'on peut établir entre des dimensions qui relèvent plutôt des caractéristiques physiques d'un objet et entre des dimensions qui relèvent plutôt des dimensions conceptuelles ou des degrés d'interprétation du même objet. Donc l'idée, en fait, c'est d'étudier ces liens qui est magique dans toutes les sciences, et bien sûr de le faire dans les cadres spécifiques des sciences du patrimoine, c'est d'être en mesure de confronter les objets d'étude avec les objets des connaissances, les multiples objets des connaissances qui sont créés par les chercheurs qui se réunissent autour de l'étude d'un seul objet. Donc il s'agit d'étudier les superpositions, les corrélations. Il s'agit non pas seulement d'éclairer sur les mécanismes qui permettent à deux compétences complémentaires de faire face à un problème et éventuellement de bénéficier de ce processus de capitalisation ou de mémorisation de ces aspects, mais également mettre en œuvre d'autres mécanismes qui peuvent suggérer des liens qui ne sont pas encore connus entre des aspects, des caractéristiques liés aux objets d'étude de plusieurs acteurs. Voilà, donc je voudrais dire tout simplement que c'est un projet, comme je vous l'ai dit, que commence en septembre, va se poursuivre sur 5 ans. Il y a la moitié du projet, donc la première partie du projet va accompagner le chantier scientifique Notre-Dame, qui se terminera en 2024. Et l'idée est vraiment de produire un corpus emblématique des données sémantiquement riches, donc vraiment enrichi par les connaissances des différents chercheurs impliqués dans cette action, pour ensuite se dédier dans les 3 années suivantes à la question de l'analyse. Ce sont des questions beaucoup plus exploratoires, mais ce sont des questions qui intéressent non pas seulement notre thématique à nous, le numérique, qui intéresse également la sphère plus large des sciences du patrimoine ou de toutes ces sciences qui aujourd'hui se réunissent derrière des termes umbrella, comme on dit en anglais, des termes finalement dans lesquels les frontières entre une discipline et l'autre sont toujours floues et donc qui nécessitent d'un effort de réflexivité importante. Voilà, on peut s'arrêter là et je pense qu'il y a un petit peu de temps pour des questions, si j'ai bien compté les temps. Merci beaucoup. Question ? Philippe ? C'est une question un peu naïve. Merci pour toute cette présentation. Je me posais simplement la question si face à cette quantité d'informations que vous collectez, que vous traitez, vous envisagez l'usage de l'intelligence artificielle. C'est voilà, juste un lien vers ce domaine d'expertise. Alors, il y a des choses qui sont déjà faites en termes d'interprétation ou d'identification d'éléments similaires sur le plan visuel, par exemple sur le plan géométrique. Ça s'est fait sur les données qui représentent plutôt la cathédrale. Pour l'instant, il n'y a pas eu disons, des réflexions sur un usage sur des données plus riches, c'est-à-dire enrichies par de la sémantique, mais il y a comme perspective celle de se servir d'approches de type d'apprentissage, en fait, justement pour pouvoir mettre à profit ces couples uniques que par nos méthodes d'enrichissement sémantique, d'annotation sémantique spatialisée, nous pouvons mettre en œuvre, c'est-à-dire d'isoler une part de géométrie, une part de caractéristiques morphologiques par la maîtrise que nous avons de la représentation des formes, avec cette part de sens qui est portée, qui est véhiculée par la notation sémantique. Alors, ce qui est assez intéressant à explorer pour nous, c'est justement dans cette idée d'annotation multicouche et transversale, justement, c'est de remonter cette transversalité, donc c'est cette superposition,
pour aller comprendre s'il y a également des sortes de motifs des similarités qui ne sont pas seulement exprimés au niveau morphologique, mais qui peuvent se confirmer entre les niveaux de description morphologique, donc de l'objet sur l'état physique, et éventuellement des sphères de description conceptuelle. Donc, par exemple, sur des branches ontologiques, sur des concepts qui seraient transversaux à plusieurs disciplines. Donc, on peut imaginer d'avoir des approches de ce type. Mais pour l'instant, c'est exclusivement sur les données brutes, les données non interprétées, que nous utilisons essentiellement de la vision, des approches de vision par ordinateur. Si je peux compléter, il y a eu plusieurs fois, enfin cette question est revenue pour moi plusieurs fois, et il faut se dire il y a quand même d'autres technologies qui marchent, d'autres façons de penser, d'autres façons de réaliser des inférences qui sont hyper fonctionnelles et sont peut-être plus adéquates à nos jeux de données, qui sont généralement, même si le corpus de Notre-Dame commence à être assez gros, il n'est pas pléthorique comme les images sur le web ou faire de l'apprentissage sur de très longs textes non structurés. Donc on peut penser aux inférences avec la description logic, par exemple Tommy et sa thèse sur Monumentum. Là, c'est d'une méthode d'optimisation, c'est de la programmation linéaire qu'on a fait sur repérage. Donc il y a une question où on y touchera, je pense qu'on y touchera à l'intelligence artificielle, mais c'est vrai que ça va être un pan très précis et très spécifique, et sans doute très différent aussi de ceux qui font des émules et qui sont aujourd'hui extrêmement fonctionnels, que l'on voit dans les grosses boîtes. J'ai une question pas scientifique, plutôt pragmatique. Je me projette après le chantier, une fois que l'objet sera, on va dire, dans une vie d'après-chantier. Quel type de compétences, qu'est-ce que vous imaginez comme profil dans l'utilisation de cet objet extrêmement complexe? C'est-à-dire, après, quelle vie pour cet objet-là et dans les mains de qui? Alors, au niveau du projet ERC, il n'y a pas de visée de transfert ou d'innovation, proprement dite, dans le sens où les projets visent vraiment l'opportunité d'analyser ces données. Donc, disons que c'est un petit peu, enfin pour l'instant, est vraiment focalisé sur ce qui peut nous offrir comme opportunité, enfin l'analyse des données, plutôt que ce que ces genres d'approches peuvent fournir à d'autres, donc dans le sens de la réutilisation des données. Par contre, il y a une chose qui commence à sortir d'ores et déjà dans le cadre du chantier scientifique, c'est que cet effort de numérisation au sens large, numérisation à la fois des vestiges, numérisation de l'objet physique et également numérisation des processus d'interprétation ou quelque part traduction numérique des processus d'interprétation, va constituer un corpus de données qui va très probablement se frotter à un problème des statuts, dans la mesure où c'est probablement un nouveau statut. Ça va très probablement devenir un corpus de données presque à valeur patrimoniale. Je dis presque à valeur patrimoniale dans la mesure où, tout en ne pouvant pas parler aujourd'hui des processus de patrimonialisation pour des données numériques, il y a et il y aura, par les mécanismes d'enrichissement collaboratif et collectif, une valeur ajoutée à ces représentations dont il faudra tenir compte. Donc moi, je pense que, pour répondre à la question, c'est vraiment l'idée, à mon avis, des conservateurs, d'une nouvelle forme, une nouvelle sphère d'action pour les conservateurs du patrimoine qui pourrait surgir. Conservateurs d'un patrimoine que, certes, est immatériel, comme le sont pas mal des données ou d'interprétations produites sur un objet, mais qui aujourd'hui doit se confronter par la suite aussi à des problématiques de conservation et de mise en valeur d'un patrimoine matériel. Et c'est là qu'à mon avis, le numérique en général trouvera une dimension nouvelle, notamment dans le projet Notre-Dame. Toutes ces données, toutes ces numérisations permettent à d'autres
d'avoir accès à des informations qui jusqu'à présent sont accessibles exclusivement à des chercheurs. L'observation d'un de ces claveaux, il y en a 70, mais on peut nommer les milliers d'objets en bois qui sont en cours de photographie et de numérisation, aujourd'hui sont un objet d'observation extraordinaire pour certains, pourrait le devenir pour d'autres. Et la manière dont on conserve ces données, et éventuellement la manière dont on articule la conservation des données, des objets matériels liés, pour moi, sont les bases d'invention d'un nouveau métier. Oui, c'est une question pour Kevin et Antoine. Dans quelle mesure les architectes se sont emparés de vos travaux? Est-ce que ça leur a été utile et comment? Alors un exemple très concret, c'est qu'on a pu découvrir très récemment, donc en téléchargeant le DCE, qu'une partie de nos travaux a été mentionnée, que ça soit sur la restitution. La restitution des charpentes, elle a été transmise très tôt donc, à la maîtrise d'œuvre, entre autres. On l'a aussi transmise à d'autres acteurs, à d'autres groupes de travail aussi, qui en avaient besoin pour faire des simulations sur la question de la propagation du feu. Ils avaient besoin d'un modèle fiable, le plus juste possible, donc il a été transmis aussi assez rapidement. Voilà, tu veux compléter pour... Oui, du point de vue maçonnerie et sur le sujet de cette voûte, on a eu une année, l'année précédente a été une sorte d'ascenseur émotionnel. C'est-à-dire, ça a commencé par « on n'en réutilisera aucun ». Puis après, un mois plus tard, c'est « on en réutilisera 15 ». Puis, il n'y en a que 6 qui sont réutilisables. Pas grave, on en réutilise 3. Et, etc., jusqu'à ce qui apparemment était le mot de la fin en début décembre dernier, aucun ne sera réutilisé. Mais, et c'est là où il y a un mais, si on lit le DCE, on voit que la possibilité de remploi est envisagée et toujours ouverte sur ces éléments. Donc, pour une des retombées principales de repérage, ils ont toutes les cartes en main. C'est encore un mystère. Je vous ai parlé de l'anastylose numérique et du redessin de l'arc. Je vous avais bien souligné que que tout le dessin était ajusté au nuage de points. Et il y a eu plusieurs productions, normalement une analyse de la courbure de l'arc et d'autres documents du genre qui ont pu rejoindre des analyses de Mathias Fantin, donc le bureau d'études structure, un des bureaux d'études structure qui a justement travaillé sur les voûtes. Donc les deux se sont rejoints, ça a permis d'échanger et ça a permis d'abonder dans quel sera le redessin de l'arc, est-ce qu'il doit être symétrique, oui, non, combien de centres, etc. etc. Et là, il y a eu une belle discussion. Oui, beaucoup d'échanges. Je tiens effectivement à souligner à quel point la maîtrise d'œuvre a joué les jeux, même dans une situation quand même assez complexe et particulière à gérer de leur côté, parce que les chantiers sont très complexes, mais ils ont systématiquement joué à l'ouverture et à la collaboration. Ils nous ont impliqués, notamment Pascal Prunet, dans ces échanges autour des claveaux. Juste pour revenir sur les deux exemples de façon transversale sur ce que j'ai auparavant sur les statuts de ces données numériques. C'est intéressant dans les deux cas. Est-ce que des éléments seront remployés ou pas? Ou dans le cas de Kevin, par exemple, au-delà de la restitution des formes, qui a bénéficié beaucoup de ce travail, il y a toute la question des matériaux. Est-ce que les connaissances scientifiques sur la provenance des matériaux ont conditionné ou pas le choix dans l'extraction, par exemple, des arbres? Non ou ni dans les deux cas, mais encore une fois, c'est probablement les numériques, ces grands travaux de modélisation qui constitue le trait d'union entre la vision sur le passé et la vision sur l'avenir, et qui peut aujourd'hui se manifester comme lieu privilégié de conservation de l'information. Et c'est le cas des charpentes. Les charpentes, les bois ont été extraits plutôt dans un esprit de distribution nationale ou de réponse à des offres à l'échelle nationale, en prenant toutes les échelles qui vont de la petite association jusqu'au grand groupe des donateurs.
Et aujourd'hui, il y a une traçabilité claire hein, des bois, des arbres, des donations et la manière dont seront petit à petit encheminés dans la construction de nouvelles charpentes. Et parallèlement, il y a tout ce travail sur les vestiges, via la notation collaborative que Kevin met en place, qui permettra progressivement de réassocier les éléments sur les vestiges, donc avec toute l'étude sur la provenance des matériaux, à cet élément qui devient unique. Et encore une fois, c'est ces traits d'union-là, y compris dans les parcours de restauration et ou de valorisation des vestiges, que le numérique pourra jouer. Et non pas seulement dans une dimension matérielle, mais également dans une dimension de la documentation et pour les travaux à venir.